Histoire du roman policier. Une chronique réalisée par Michel Perrault et animée par Bruno Hiret et Emmanuel Blois. Bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons avec une grande joie Michel Perrault qui a fait un travail immense sur l'histoire du roman policier et presque tout, notamment cette fois-ci avec le Whodunit Made in USA où nous étions arrêtés la semaine dernière. Et recommençons donc avec, vous m'avez parlé de Earl Stanley Gardner, dites-nous tout. Sur ce personnage. Voilà. Alors, Gardner est un avocat de formation. Il était défenseur des minorités hispaniques et chinoises au barreau de Californie. Ça lui rapportait pas grand-chose. Donc, il décide d'améliorer sa situation financière en écrivant des récits policiers, des récits d'aventure, des westerns pour les journaux pas chers américains qu'on appelle les pulps, dont le magazine Black Mask, dont s'est inspiré Tarantino dans Pulp Fiction. Alors, Gardner est surtout l'auteur de la série Perry Mason. Le premier roman sort en 1933 sous le titre de Perry Mason et les griffes de velours, qu'on trouve parfois en France sous le titre de Perry Mason sur la corde raide. Perry Mason est un avocat. La trame de ses aventures est relativement stéréotypée. Le client de Perry est suspect d'un crime qu'il n'a pas commis. Perry Mason va prouver son innocence et obligera le coupable à avouer devant le tribunal. C'est toujours la même chose. Il y a quand même 82 romans. Ah oui. Mais Perry Mason va surtout être célèbre au travers des adaptations pour la télévision avec Raymond Burr. Dans les années 50-60, puis 80-90, Perry Mason n'est pas la seule création de Gardner. À la fin des années 30, pour concurrencer le succès de Nero Wolfe, qu'on verra tout à l'heure, il va publier sous le pseudonyme de A.A. Fair les enquêtes de Bertha Cool. Bertha est une grosse femme moche. Oui, Pardon, c'est une femme en surpoids. Là, la grosse Bertha, vous l'avez fait exprès. Non, c'est une femme en surpoids avec un physique non classique, mais très intelligente, qui dirige une agence de détectives avec son associé David Lamb. 29 romans, qui va débuter en 1939 avec Meurtre légal et qui va se terminer en 1970 avec L'herbe n'est pas toujours verte. Gros succès aux États-Unis de cette série qui n'est pas bien connue en France, mais qui a été traduite en français et publiée au Masque. Alors le prochain avait le même métier qu'Emmanuel Blois, d'ailleurs, que nous retrouvons la semaine prochaine. Il était journaliste. Il s'appelait Earl Dare Biggers. Oui. À la fois journaliste et romancier, donc il était fatigué, comme Emmanuel Blois. Oui. Et en 1920, épuisé par le stress lié à un excès de travail, avec une hypertension artérielle, son médecin lui conseille un repos prolongé. Alors, il s'installe à Hawaï. Et à Hawaï, il entend parler d'un détective chinois de la police de Honolulu, dont il va s'inspirer pour créer le personnage de... Non ? Charlie Chan. Ah, oui. Charlie Chan est mi-chinois, mi-américain. Il est poli, il est patient, il s'exprime avec les aphorismes de Confucius, aphorisme qui est souvent inventé par lui et qui donne un caractère humoristique à ses aventures. Charlie Chan, c'est le chinois sympathique, ce qui n'est pas banal à une époque où on parle beaucoup de péril jaune. Il y a 6 romans qui sont parus entre 1925 et 1932. La maison sans clé, le perroquet chinois, Derrière le rideau, le chameau noir, le policier chinois, le gardien des clés. Mais c'est surtout Hollywood qui va s'emparer du personnage dès 1926. Il y a 40 films qui vont être tournés entre 1926 et 1949. Puis c'est la télévision qui va prendre le relais dans les années 50 avec les nouvelles aventures de Charlie Chan, puis le dessin animé.
Et même les comics, Alfred Andriola, de 1938 à 1942, fera vivre Charlie Chan en bande dessinée. C'est fou le nombre de romans policiers qui existent. C'est fou, hein. Mais ce qui est dommage pour Earl Bigger, c'est qu'il ne participera pas à la gloire de son héros, puisqu'il va décéder d'une crise cardiaque en 1933. Il était donc bien malade, en vérité. Bon, au moins, il n'a pas été assassiné par l'un de ses héros. Non. Alors, dites-nous tout sur Rex Todd Understout. Stout, pardon. Stout, c'est le créateur de Nero Wolfe. Nero Wolfe étant le Flagstaff de la littérature policière. Stout est né dans une famille de quakers. Il a fait plein de petits boulots. Il a eu l'idée de créer un système d'épargne solidaire qui lui apportait une certaine aisance financière. Malheureusement, le système va s'effondrer lors de la Grande Dépression et il est ruiné. Il va alors se lancer dans la rédaction de romans policiers. Son premier roman, c'est Fer de lance, où apparaît Nero Wolfe pour la première fois en 1934. Nero, c'est un détective en fauteuil. Il pèse 130 kilos, il ne sort presque jamais de chez lui. Il est assisté par Archie Goodwin, qui est un détective de terrain, qui effectue les recherches à sa place et qui rapporte les résultats à son patron. Nero, supérieurement intelligent, résout les énigmes de son domicile new-yorkais, assis dans son fauteuil qui a été fait à sa mesure. Il entre pratiquement en transe lors des périodes de réflexion. Il ne faut absolument pas alors le déranger. Mycroft Holmes, encore lui, Oui. a probablement été pris pour modèle pour créer Nero Wolfe. Nero Wolfe a un caractère un peu particulier, gourmet et gourmand. Son cuisinier Fritz Brenner lui prépare ses plats préférés. Connaisseur de vin, mais aussi gros consommateur de bière qu'il boit du matin au soir. Il déteste la musique, mais encore plus les femmes, qu'il juge hystériques. Il est hypocondriaque, il ne faut pas qu'on le touche. Il est égoïste, avare, égocentrique. Dans son emploi du temps, une large part est réservée à ses orchidées, des fleurs qu'il compare à ses concubines. Il passe plusieurs heures par jour à s'occuper de ses orchidées avec son jardinier Theodore Horstmann. Et cette passion lui a valu le surnom de l'homme aux orchidées. Rex Stout a écrit un volume par an de 1938 à 1975, 33 romans et 33 nouvelles, avec une seule interruption lors de la guerre où il a participé au Writer Road Board qui dénonçait le régime nazi et plaidait pour l'entrée de la guerre aux USA. Et vous les avez tous lus, bien sûr. Non, pas tous. Pas tous. Le dernier de votre longue série, c'est William Huntington Wright. Alors, c'est peut-être le moins passionnant. C'est un critique d'art, un scénariste, un écrivain connu sous le pseudonyme de S.S. Van Dien. Critique d'art influent pour le Los Angeles Times, il a publié un essai sur l'art moderne ainsi qu'une étude sur Nietzsche. En 1923, il fait un burn-out avec une tuberculose débutante et son médecin lui recommande 2 ans de repos. Il en profite pour dévorer les romans policiers et se lance dans l'écriture des enquêtes de Philo Vance, qui est un personnage riche, raffiné, imbu de lui-même. 12 volumes des aventures de Philo Vance, de la mystérieuse affaire Benson en 1926 à Un crime dans la neige en 1941. Hollywood va utiliser le personnage de Philo Vance dans une quinzaine de films avec William Powell puis Basil Rathbone. Alors on avait parlé du décalogue de Knox, et Van Dien va corriger le décalogue de Knox en édictant 20 règles du roman policier en 1928 dans The American Magazine. C'est donc de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile à écrire. Bon, la semaine prochaine, je crois que vous revenez sur le vieux continent. Merci. Oui. Merci beaucoup, Michel. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.